Bienvenue dans le débat Faire croiser, affaire Ségub. Enfin, la phase judiciaire, c'est l'interrogation qui servira de menu au débat Faire croiser avec Peggy Ludovic Dagba. Bonjour. Bonjour à vous, Loris Freddy Davant, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Vous l'avez dit, l'interrogation est bel et bienvenue puisque depuis hier, les mises en cause sont présentées au procureur de la République qui devra prendre la décision qui s'impose, instruire le dossier ou les relaxer en attendant d'avoir de meilleurs éléments par rapport aux enquêtes. En tout cas, ici, nous allons nous appesantir sur cette situation, histoire d'entrevoir quand même les contours et pourquoi pas les implications. Et pour cet exercice, deux invités sur ce plateau, Eugène Alosopo, il est journaliste à Soleil FM, analyste politique, doctorant en communication. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux amis téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Zéphirin Aouga, lui, il est activiste sur les réseaux sociaux, mais à la base, philosophe. Bonjour. Bonjour M. Dagba, bonjour M. Dava et bonjour à M. Alosopo. Et comme par hasard, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la philosophie, n'est-ce pas, Loris Freddy à l'UNESCO. Oui. Et nous n'allons quand même pas recevoir un philosophe sans avoir sa lecture sur l'appréciation de cette célébration. C'est tout à fait raisonnable, hein, et on ne devrait pas oublier cela. La philosophie, telle qu'on l'a appris à l'université, pour aller terre à terre, c'est pour prendre le mot philosophie même, c'est l'amour de la sagesse, mais la philosophie, c'est une doctrine, aujourd'hui c'est une doctrine cohérente et critique à la fois des aspects de la vie. Il ne faut pas oublier, si aujourd'hui l'UNESCO on arrive à célébrer la philosophie, il faut comprendre que cette réflexion, ce questionnement, cette curiosité qui a poussé plusieurs hommes, ils sont nombreux les philosophes, sur qui nous sommes réellement sur cette terre, qu'est-ce que nous sommes venus y faire, d'où venons-nous, où allons-nous, pourquoi est-ce que nous sommes là, plein de choses, de toutes les questions, même le droit est venu à cause de ces questionnements-là. Le droit que nous utilisons aujourd'hui, même les juristes savent que c'est partie de la philosophie. Que ce soit même la science elle-même est partie de la philosophie, des questionnements que des gens se sont posés. Donc c'est une discipline vraiment maîtresse qui est fondamentale, qui fut fondamentale quand même pour l'évolution, parce qu'après toutes les sciences se sont détachées avec le développement. Donc vous en faites la science mère. C'est la science mère, c'est sans aucune modestie, et tout le monde, tout intellectuel, quand il dit intellectuel, ceux qui ont vraiment ce niveau-là et qui ne veulent pas mener une discussion juste pour... Parce que les gens ont l'habitude de dire, oh, les philosophes, même vous allez en Europe, les gens vous considèrent. Les gens vous considèrent beaucoup. Moi, j'ai subi le cas à Paris, on discutait avec des Européens, vous avez fait quoi, vous? J'ai dit, j'ai fait la philosophie. Il dit, tiens, vous avez fait la philosophie? Vous? Ah bon? Vous êtes de quel pays? Du Béninois? Ah bon, on fait la philosophie au Bénin? Comme il y a aussi les Européens, c'est pas pour les injurier, nous sommes sur une télé, il y en a qui sont ignorants aussi. Tout à fait. Ce n'est pas de l'injure. Quand il dit ignorant, ça n'a rien de péjoratif. Il y en a partout. Il y en a partout. Donc, au fait, c'est une science très intéressante. Je crois que j'ai un monsieur là qui est doctorant, ces choses-là, il ne va pas me démentir. C'est le fond, la base de tout ce que nous avons connu aujourd'hui comme discipline, que ce soit la sociologie. Avant de fermer la petite fenêtre philosophie pour aborder le sujet du jour, on ne va pas en faire une tribune philosophie. C'est ça. Pourquoi la philosophie accorde tant de prix à l'interrogation, au questionnement, comme vous le disiez à l'entame? Ah oui, c'est même le principal de la philosophie. L'être humain
est naturellement porté par la volonté de connaître les choses. On est dans un monde où on se dit, mais on ne sait pas, on veut se situer. On ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où on vient. Il est vrai que on sait qu'un bébé naît juste après une gestation de sa maman et que après l'accouchement, et donc ça vient d'un père et d'une mère, mais et le papa, même la maman aussi sont passés comme par le même chemin, mais de fil en aiguille, mais finalement, même les religions ont ce problème-là. Au départ, même on a voulu, au commencement, on a voulu montrer la chose, on a pensé que bon, c'est Dieu qui a créé, mais tu sais, vous savez qu'il y a plusieurs courants d'idées sur ces aspects. On va pouvoir revenir sur la question, on va quand même entendre. Jalal Sopo. Je serais très heureux si on peut vraiment faire un débat, ce serait très bon. On fera l'exercice. Merci. Mais moi, j'ai une question fondamentale. Oui. La philosophie est là, mère de toutes les sciences, mais malgré elle, aujourd'hui, on voit tout ce qu'il y a comme pagaille, tout ce qu'il y a comme dérive. Est-ce qu'elle n'est pas dépassée, la philosophie elle-même? Mais la philosophie n'est pas à l'origine une science policière. Et par conséquent, la pagaille est inhérente à l'espèce humaine. Elle devait pouvoir éduquer, elle devait pouvoir discipliner l'être à la base. Si on devait respecter les règles de la philosophie, on aurait une société presque parfaite. Parce que la philosophie, par essence, c'est la science de la réflexion. Et lorsque la réflexion précède l'action, vous êtes toujours dans la droite ligne, vous êtes dans la justesse. Malheureusement, nous sommes dans une société qui ne respecte pas les normes. Les grands philosophes, quand on les cite, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Il y a de ces idées qui sont intarissables et qui demeurent d'actualité. Mais puisque nous sommes en philosophie, vous savez qu'il y a plusieurs branches de la philosophie. Et moi, je m'intéresse plus à la philosophie politique parce que j'ai connu des hommes qui sont des philosophes, qui sont sur la scène politique nationale, d'autres de grands auteurs qui ont laissé des ouvrages auxquels je m'intéresse. C'est une science riche. Je suis dans la communication, mais à la croisée des chemins, vous avez des idées philosophiques qui gouvernent la communication. Et même à l'origine d'un certain nombre de sciences humaines, vous avez des philosophes qui concourent. Et la communication est la résultante de beaucoup de sciences. À l'origine, même les inventeurs même de la communication, c'est des zoologues, c'est des personnes des sciences pures, des mathématiciens, et qui ont émis des théories, d'abord de l'émetteur, du récepteur, et pour finir, puis des je me développements dis, est-ce qu'on ne finira pas donner raison à cette thèse qui pense qu'on va devoir faire de nos dirigeants des philosophes et des philosophes de nos dirigeants? Il aurait fallu que les philosophes s'intéressent d'abord à la politique pour être nos dirigeants. Mais il faut que les idées philosophiques gouvernent les actions de nos dirigeants. Le philosophe, malheureusement, le percevait comme le rêveur. Le rêveur, ce n'est pas... C'est peut-être l'éloigné de la réalité. On en voit quelques... On va pas provoquer la philosophie. Il y a quelques philosophes qu'on voit dans leur façon de se présenter, dans leur habillement. Il y en a qui se coiffent, qui ne se coiffent pas, etc. C'est leur façon de concevoir le monde. Mais très peu d'importance à leur apparence. La philosophie, nous avons besoin de la philosophie pour faire avancer le monde. Et on l'a lu à travers nos professeurs au collège. Oui, mais voilà. C'est une très belle discipline. Et quand vous êtes formé philosophe, comme il a dit, vous avez la cohérence dans les idées. C'est vrai. C'est-à-dire, on vous apprend le discours logique. Le raisonnement. Oui. Et tout part de On va parler maintenant Ségub. Enfin, la phase judiciaire. On pourra revenir à la philosophie bien plus tard. C'est ça. Une autre fois, j'allais dire. D'accord. Alors, Jalal Sopo, puisque c'est votre matière, je sais que vous avez discuté, vous avez investigué, vous avez fouillé. Dites-nous, comment a-t-on abouti à cette interpellation par la brigade économique et financière des acteurs, en tout cas ceux qui sont soupçonnés, on va dire, dans cette affaire? Il y a un fait majeur au départ, l'audit rendu public par le ministre des Infrastructures lui-même, qui nous a dit qu'il y a mal donne dans la gestion de la société d'exploitation de guichet unique du Bénin. Et on pouvait s'y attendre.
parce que on pouvait s'attendre à cette procédure judiciaire qui est enclenchée parce que le ministre a donné le temps le jour où il a rendu public ce taudis-là. Il y en a qui sont montés au créneau pour contester les déclarations du ministre des Infrastructures, mais pas fini. Eh bien, puisque nous parlons du présent, eh bien, ceux-là se sont retrouvés devant le procureur. Pour l'essentiel, dans cette démarche qui est en cours, c'est salutaire. C'est salutaire à partir du moment où c'est une gestion qui est dénoncée. Ce n'est pas une question d'homme. Ce n'est pas une question. La preuve, c'est que vous et moi ne sommes pas interpellés. Donc, ça nous ne sommes pas sur... On n'a pas eu à y toucher ni de loin, ni de près. Nous ne sommes pas sur le parcours de la gestion de la Ségub. Et donc, tout cela, moi, j'avais du mal à comprendre qu'il y a des personnes qui ne sont ni gestionnaires, qui ne sont que des politiciens, mais qui sont eh bien, pleinement dans ce dossier-là. Et donc, c'est l'environnement politique en ce temps-là qui leur donnait cette occasion de faire entre griffes cette pagaille qu'on a constatée. Parce qu'il s'agit, ce n'est pas une affaire de 100 millions, c'est une affaire de milliards. Et il y a pratiquement 11 milliards. Il y a des anciens officiers de l'armée qui ont construit la société, qui sont mis à l'INES. Il y a des hommes politiques qui sont dedans, un ancien maire qui est devant le procureur. La démarche est salutaire. Si quelqu'un est propre, puisque nous sommes dans une procédure judiciaire, la justice doit pouvoir le blanchir dans cette affaire. Mais pour l'essentiel, il faut que nous puissions élargir cette façon de faire à d'autres structures. Parce que lorsque vous voyez des Béninois, des élèves qui n'ont pas de table-banc pour s'asseoir dans les salles de classe, il n'y a pas de seringues dans les hôpitaux et les centres de santé, et que des Béninois se permettent de mettre des milliards en poche des deniers publics, eh bien, il faut sévir. Le défi pour ceux-là qui ont entamé cette logique de sévir, c'est de ne pas être sélectif. Il faut que tous ceux-là qui sont impliqués dans de pareilles affaires soient inquiétés. Qu'est-ce que nous voulons? Ce n'est pas nécessairement, il y a une issue pénale à ça, ils vont certainement se retrouver en prison. Mais la finalité, est-ce que nous aurons la chance de retrouver un minimum de ce qui aurait été détourné? J'ai suivi l'un des avocats des mises en cause, maître Kato Atita, qui disait hier que le procureur a demandé à ce que, eh bien, chacun d'eux, pour retrouver leur liberté, puisse payer au moins la moitié du montant qu'ils auront, de la somme qu'on soupçonne qu'ils ont détournée. C'est une procédure. Nous voulons, il faut renforcer. Tout le monde crie dans le pays parce qu'il y a la récession économique. Au même moment, il y a d'autres qui se sont enrichis avec les deniers publics. Il faut sévir. Mais le défi est là, fort, que ce n'est qu'un début et que le gouvernement de la rupture doit pouvoir continuer dans la logique. Monsieur Zéphira Ouga, vous devez être totalement content, on va dire. Vous devez jubiler, parce que vous êtes quand même l'un de ceux qui pensaient à une bonne résolution de cette affaire. Non, a priori, on n'a pas jubilé pour que, dès lors que les citoyens béninois, des concitoyens, disons même des frères béninois, soient portés devant les tribunaux parce que on a constaté qu'ils ont commis des impairs dans ci ou dans ça. On aurait souhaité que tout le monde soit vraiment discipliné et qu'on observe bien les principes de la société, les règles de la société. Mais malheureusement, nous sommes dans une société, toute société est quand même organisée. Et on a mis en place le Ségub là, et c'est dans le but de sécuriser les recettes de l'État au cordon douanier. On n'a pas mis le Ségub là pour que on distribue aux copains, des amis. Fabriquer de nouveaux riches. Fabriquer de nouveaux riches, des gens, on comprend aujourd'hui, des gens qui, sortis de nulle part, pouvaient se mettre dans la rue à faire de l'agitation. Et toutes les semaines, on organisait des messes par-ci, des ceci, par-là. Bon. Et on se doutait, même on se demandait, mais où est-ce que ces gens avaient tant d'argent pour faire ce chose-là? Il est vrai qu'aujourd'hui, le dossier est au tribunal et que ici, nous sommes entre gens d'un niveau donné, on ne va pas particulariser
ou citer X ou Y, nous sommes obligés de parler en général comme M. Al-Soupo vient de le faire, mais c'est le devoir de l'État de contrôler les structures que lui-même a mises en place pour gérer la cité, pour pouvoir gérer la cité. Et l'État a bien fait de faire cet audit-là, qui est un outil de vérification simplement. Ce n'est pas un outil pour punir. L'audit est un outil de gestion, de vérification, qui peut même à terme donner des orientations, des indications, donner des conseils pour bien permettre à une structure d'être plus efficient, d'être plus performant. Donc, alors, lorsque on entreprend un travail comme ça et qu'on voit des irrégularités de ce niveau-là, vous avez parlé tantôt de 11 millions, mais moi j'ai 11 milliards, mais moi j'ai lu quelque part dans les journaux, puisqu'on en a plusieurs dans le pays, 25 milliards. 25 milliards. Que des gens parfois qui n'ont rendu aucune prestation ont cette chance-là de se voir gratifiés. Ce n'est même pas la loterie nationale. Sur la question, c'est plus que la loterie nationale. Je pense qu'il faut quand même prendre des gants, parce que l'un des avocats des accusés, on va dire, Maître Alain Roula, disait hier sur l'une des chaînes que c'est des gens qui ont des contrats peut-être que des gens ignorent, des contrats bien ficelés, des contrats valides, et qui amenaient la société à verser ces rentes-là à ces gens-là. Peut-être que le procès, ou en tout cas l'instruction du dossier, nous permettra de percer tout ce secret-là. Maître Roula est dans son rôle, mais moi je ne suis pas juriste, je ne suis qu'un petit philosophe. Mais lorsque vous avez un contrat... Mais c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Oui, je vais ajouter un peu, je vais oser répondre un peu aux juristes. Quand vous avez un contrat, il n'y a pas de contrat vide. Le contrat porte toujours sur un objet. Le contrat est écrit. Écrit, mais le contenu du contrat, ça doit porter sur un objet. Mais si l'objet du contrat est que vous devez faire une prestation, et que c'est sur cette base-là qu'on doit pouvoir pouvoir vous payer quelque chose. Mais si on constate que le contrat n'est pas fait, même le travail pour lequel le contrat a été signé, la prestation n'est pas faite, même s'il y a contrat, mais on peut dénoncer ça. Je signe un contrat entre nous deux, vous devez me livrer telle chose. Vous n'avez pas livré. Et je remarque que mon comptable passe derrière, il vous paye. Mais j'arrête le comptable et je vous arrête. C'est ce qui se passe. Donc, il ne sert à rien de dire. Vous voyez, les avocats jouent leur jeu. Et je crois qu'on a aussi... c'est des gens très respectables. Dieu merci, la justice est organisée de telle sorte que lorsque vous êtes appelé, on vous inculpe pour une infraction ou quelque chose, d'office, on permet que vous puissiez être défendu par un avocat. Donc, c'est son rôle, mais les magistrats sont là pour dire le droit. Pour dire le droit. Alors, Jean Al-Soupo, dans ce dossier, il y a quand même la Ségub qui a sorti un communiqué dans lequel elle disait aussi que, si elle était amenée à donner ces rentes-là, à donner ces sous à des personnes bien identifiées, c'est que l'autre venait quand même des autorités d'alors. Et c'est toute l'évidence du sujet. On ne peut pas arriver à cette pagaille dans la gestion des finances publiques sans avoir l'aval de quelqu'un qui soit bien placé en ce moment-là. On en a compris que les fonds ont servi à faire du business politique. Vous avez vu, il y en a qui étaient cités et qui chantaient à tout bout de champ dans les rues qui organisaient des messes. On ne savait pas que c'est avec l'argent public. Les marches de soutien. Les marches de soutien. Les messes de remerciement. De dénonciation. Même les prières. On a fait tout ça. Tout ça était dans cette enveloppe-là.
pour supposer, parce que vous voyez un certain nombre de personnes aujourd'hui devant la justice, ben vous dites, mais c'est avec notre agent qu'elle faisait tout ça. Il y a même des gens des FCBE, des forces couriques combinées émergentes. Et pour l'essentiel, on a même cité un coordonnateur d'une région qui devait être interpellé, qui ne s'est pas présenté jusqu'à hier. Non, c'est dommage. C'est dommage qu'on en soit là. Et c'est un appel à la limite que ceux-là qui nous gèrent actuellement doivent avoir comme référence ce passé calamité qui, je ne dis pas que tout a été mauvais sous le président Boni-Yayi, non, mais sur la gestion financière, sur un certain nombre de choses, on a fait suffisamment de favoritisme, on a mis des gens incompétents à certaines places, et la conséquence est là. Vous avez des sociétés d'État qui ont été mal gérées. Certainement que l'audit va s'étendre, on va rendre public ces audits-là. On a noyé parce qu'on avait la volonté, on a tout politisé. On voulait juste remercier des gens, on voulait... Mais on avait comme l'impression que c'était une manne intarissable pour vraiment, aider la mouvance d'alors à flamboyer, à atteindre ses objectifs sur le plan politique. Je suis d'accord, ils n'ont pas été prudents dans tout régime. Et finalement, ceux qui disaient que ce n'était pas budgétisé risquent d'avoir raison là maintenant. Bon, probablement. Mais il y a une chose, il n'y a pas un régime qui soit totalement propre. Chaque régime a ses avatars, ses nouveaux riches. Chaque régime a ses faiblesses et ses forces. La grande faiblesse que nous avons constatée pour le régime Boni-Yayi, eh bien, c'est la mauvaise gestion financière. Je ne suis pas financier, mais on peut constater. Et ce n'est qu'une affaire parmi tant d'autres. Il y a d'autres affaires qui vont, qui seront appelées devant les tribunaux bientôt parce que le gouvernement actuel nous a promis que rien ne sera plus comme avant. Mais pour que rien ne soit plus comme avant, il faut donner l'exemple. Et il faut, que soi-même ici, ceux-là qui sont appelés aujourd'hui à gérer puissent donner l'exemple. Il y a un certain nombre de débats autour parce qu'on a dit il faut aller au-delà de 2012 dans la gestion de la Ségub. On est limitatif sur un certain nombre de personnes. Parce qu'on estime que si on allait au-delà de cette date-là, ce ne sont quand même pas des questions anodines. Non, ce ne sont pas des questions anodines, mais c'est comme si nous disons faisons l'audit de l'État de 1960 à 2016. On peut apporter des tranches. Mais objectivement, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette limitation à 2012 ? Ce n'est pas moi qui prends la décision. C'est pas moi qui prends la décision. On peut quand même raisonner, on peut réfléchir. Vous savez que... C'est peut-être une étape. Je suppose que c'est une étape. Je suppose que c'est une étape parce que Boni-Yayi a fait 10 ans à la tête du pays. 2012, ce n'est qu'une petite portion de ce qui... Mais il faut remarquer tout de même que vers la fin, on a suffisamment dilapidé les souhaits et c'est préjudiciable pour l'avenir. Et donc, les 4 années là, ou les 4 années ont permis à un certain nombre de personnes haut placées de se foutre de la République, aussi bien sur le plan politique. C'est certainement, si on avait pu réussir à réviser la Constitution, c'est certainement avec les fonds des véhicules d'occasion qu'on aurait limiter les ardeurs de ceux-là qui pourraient être contre. Donc, c'est un peu la méthode qui n'était pas orthodoxe, la façon de faire. Et au-delà de ça, c'est tout un régime qui a mis en épingle là. On ne peut pas arriver à cette hauteur de décision, de comportement peu orthodoxe, sans qu'il y ait un certain nombre de personnes, de ministres qui soient touchés, impliqués. Que vous inspire d'abord le profil des personnages interpellés et comment un dossier aussi sensible a pu échapper au régime défunt? Les personnages, on peut en citer. Vous avez par exemple Nazer Dossa. Vous avez qui a été une personnalité politique quand même. Non, ça dépend de ce que vous mettez dans personnalité politique. C'est une personnalité politique pour moi, c'est avoir d'assises, c'est d'être consistant, d'être représentatif à l'Assemblée nationale, c'est d'être représentatif dans les collectivités locales. C'est aussi faire des points de presse. Il a été vu sur cet angle-là. C'était pratiquement le porte-parole du président Boni-Yayi. À chaque instant qu'il y a un bémol ou une actualité qui touchait un peu à l'honneur de griffe, il se permettait
d'intervenir depuis Parakou, à 450 km de Cotonou. Et ça, c'est un peu ce qui était un peu surprenant, parce que c'est l'un des rares à ne pas résider à Cotonou ou environ, mais qui est à Parakou, mais qui franchement se faisait qui se prononçait. Il était présent. Il avait un certain nombre d'avantages qui étaient accordés à M. Dossa. Ce n'est pas un secret, il est intervenu dans la construction d'infrastructures à l'université de Parakou en tant que prestataire. Il a eu d'autres avantages. Ce n'est pas ça qui est interdit. L'essentiel, c'est que cela se fasse dans les normes. C'est pas parce qu'on est dans un dossier qu'on peut pas avoir des marchés publics. Ce qu'on lui reproche ici, c'est la façon dont il est rentré en possession de l'argent public, de l'argent de la Ségub. Et si il faudra justifier. Vous avez dit qu'il est à Parakou, et nous sommes d'accord, mais il ne peut pas être à Parakou et profiter largement de la Ségub, plus que ceux-là qui sont à Cotonou. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une main qui l'a guidé vers ça. Donc il avait une couverture. Cette couverture-là, c'est vrai, en matière de sanctions, ceux qui ont assumé des postes de responsabilité au rang ministériel et présidentiel ne peuvent pas être touchés facilement. Il faut qu'ils passent devant la haute cour de justice qui a ses peines et ses difficultés. On a aussi un député qui devait se présenter, mais qui n'y est pas allé. On imagine que c'est l'immunité qui joue à ce niveau-là. Ça va de soi. Il y a une procédure particulière. Il faut que le Parlement l'autorise à y aller, etc., etc. Dans tous les cas, si le gouvernement tient à la voie, eh bien, l'essentiel, s'il ne renouvelle pas son mandat, on peut l'interpeller de la manière la plus facile. Et il faut éviter au maximum, et c'est l'autre défi, que ça soit, une chasse à l'homme. Aujourd'hui, il y a, vous savez, après cette affaire qui a remué ciel et terre ici par rapport à un opérateur économique, par rapport à un produit qu'on aurait retrouvé dans un de ces conteneurs. Dans l'entendement populaire aujourd'hui, c'est un coup qu'on porte à des citoyens juste pour leur Là, vous mettez le doigt sur le côté politique. Le côté politique. Les implications politiques qu'on pourrait avoir. Est-ce que vous voyez vraiment cette affaire se dérouler sans qu'on ne taxe encore une fois ce pouvoir de vouloir faire des misères à des politiques? Logiquement, il n'y a pas de ligne politique dans ça. Je ne vois pas... On a des membres FCDE qui sont grandement mis en cause. Je me demande, si c'était une ligne politique, en quoi un Mathias Bédan peut être encore nuisible à un régime comme celui en cours? Pour l'essentiel, ils ont été interpellés... Bédan est un cas singulier. Non, mais pour la plupart, ils sont à l'intérieur. Vous avez des généraux, un général, vous avez des officiers. Politiquement, ce ne sont pas des personnes. Ils ont profité d'un système à un moment donné. Malheureusement, le système leur a donné le bureau de la manière la plus malencontreuse possible. Ils doivent en tenir compte. Pour l'essentiel, les Béninois veulent savoir, dans ce qu'on leur reproche, qu'est-ce qu'ils ont encore de disponible à renflouer le trésor public. Alors, Zéphirien Oga, le pouvoir a gros à jouer dans ce dossier-là, parce qu'il a quand même dit qu'il va rompre avec le passé. Il y a des actes qui ne resteront pas impunis, et nous avons là le tout premier dossier qui échoue comme ça à la justice. Le pouvoir doit quand même y mettre une fierté à avoir un aboutissement. Mais dans tout pays ou dans tout pays, dans les autres pays, les pays sérieux, où on a des gouvernants qui savent pourquoi ils gouvernent, parce qu'ils ne gouvernent pas pour eux-mêmes, ils gouvernent pour le peuple, pour la population. Et nous parlons de quoi? Nous parlons de l'argent collecté sur l'activité des citoyens. Ce sont les citoyens, ce n'est pas... L'État même génère quoi comme ressources? L'État, dans un pays. Ce sont les citoyens de chaque pays qui, par leurs activités, travaillent pour que l'État puisse avoir des impôts, avoir ceci, des patentes, des cela, tout ça là. Il est vrai que dans tout pays aussi, pour aider les citoyens à avoir certaines facilités, tout ça là, l'État met des infrastructures et permet, faciliter aux citoyens d'avoir la possibilité de bien mener leurs activités. Mais de ce que nous parlons aujourd'hui là, il s'agit des véhicules d'occasion. Et c'est pas les membres du gouvernement qui importent les véhicules d'occasion. C'est des frères à vous, c'est des frères à nous, c'est les pauvres Béninois qui font ce travail-là. Et vous voyez d'autres personnes qui ne prennent aucun risque
parce qu'ils sont appendices à un gouvernement, parce qu'ils font un peu de l'influence politique, parce qu'ils font un peu de trafic et d'influence. Et on se retrouve, comme par hasard, engraissé sur le dos de la sueur des pauvres citoyens qui font ce travail. Allez voir un peu les gens sur les parcs là. Et je disais tantôt que c'est pour sécuriser les recettes de l'État au cordon douanier que cette histoire de... Monsieur Aloukoukou peut se rappeler, cette histoire de guichet unique, vous avez vu combien de temps, même le général Kérékou, pour qu'on y arrive, mais qu'il a dû... Un jour, il était allé juste à la douane parce qu'on lui disait, oui, monsieur le président, c'est bon, c'est déjà fait et tout, alors que rien n'était fait. Et suite à une visite d'un de ses collègues, d'un homologue à lui, il s'était rentré au port pour voir un peu est-ce que ce guichet unique-là est déjà effectivement fonctionnel. Mais le président de la République était allé là, il n'y avait rien. Donc ça veut dire que l'idée de sécuriser les recettes de l'État au niveau du cordon douanier. Et c'est cette même idée-là qui a enclenché et qui a induit les réformes qui ont apporté le PVI. Parce que tous les Béninois aujourd'hui, par exemple, parlent PVI, comme si c'était une invention de M. Patrice Talon. Non, c'était une réforme de l'État béninois qui a besoin et qui sait qu'il est un État qui vit sur les collectes de taxes, d'impôts, de ceci, de cela, et qu'il y a beaucoup de distraction de ces fonds-là. Les fonds sont distraits et tout. Et aujourd'hui, on nous parle de Ségub sur combien on a collecté. Et ceux qui même sont les importateurs de véhicules, tout ça là, qui ont reçu un peu le sous, mais l'État qui a reçu aussi, lui, et ses redevances et tout, mais une grosse manne qui reste 25 milliards qu'on a distribué à des gens gratuitement parce que ils sont dans la République et des bonimenteurs, des agitateurs qu'on envoie pour troubler même la quiétude de la population. Parce que dans ce pays, lorsque on avait les marches de ci, les marches de ça, mais vous croyez que c'est le peuple qui était malmené, qui était gêné dans sa quiétude, dans sa conscience. C'est ça. Et aujourd'hui, ce peuple, en son temps, il avait pris goût. C'est une partie de ce peuple qui avait pris goût. Donc aujourd'hui, l'État, quand vous me dites que est-ce que l'État n'est pas en droit aujourd'hui, ne devait pas être fier de faire cette lutte-là, ce n'est pas que l'État doit être fier, c'est une obligation. C'est une obligation, il n'y a pas une fierté là, c'est une obligation. Et tantôt, quand vous posez la question à M. Aloukoukou, est-ce qu'il n'y a pas de connotation politique? Il n'y a aucune connotation politique. Même Ségub, quand Ségub sortait sa lettre disant que oui, j'ai reçu des injonctions de ci, de ça, mais en matière, en déontologie, lorsque vous êtes responsable, vous êtes journaliste, vous avez une déontologie, on vous a mis une structure de gestion pour gérer, de comptable, pour gérer de l'argent public de l'État, il y a une déontologie à cela. Si même vous recevez des injonctions politiques et que vous devez donner de l'argent à quelqu'un, vous devez vous poser la question, mais je donne contre quoi? Contre quelle prestation? Mais s'il n'y a pas de prestation et que vous obtempérez de cette manière, on va vous interpeller. Et c'est pour cela qu'on a interpellé les responsables de Ségub. Et je crois qu'on va leur demander l'école où ils sont allés avant d'être nommés directeurs de Ségub. À cette école-là, est-ce qu'on leur a dit, lorsque quelqu'un ne fait pas une prestation, quelqu'un peut sortir de nulle part et vous dit, payez-le et vous allez le payer. Ils vont le dire au tribunal. Dans le rang de ceux-là qui ont été interpellés, il y a des expatriés. Il y a 2 Français. Donc, c'est pour répondre à l'inquiétude qu'il pourrait avoir des filets politiques dans cette affaire. Ils ont été, pour l'essentiel, interpellés parce qu'on a cité leur nom dans le dossier. C'est tellement... c'est quand même eux qui font partie des responsables de la société. Oui, c'est eux qui donc c'est tout à fait normal. Qui gèrent, mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait, et ils l'ont dit, sans avoir l'aval des autorités au haut niveau de la République. Donc,
Alors, parlant d'autorité au haut niveau, est-ce que de fil en aiguille, on ne pourrait pas remonter à des gens très bien placés aujourd'hui qui sont encore dans les coulisses étaient instructeurs? C'est possible. Je ne dis pas que tout ce qui est rupture aujourd'hui n'a pas des tâches de changement. Est-ce que c'est pas ça qui explique un peu qu'on se soit limité à 2012? Limité, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Dans toute... Non, il y a une réglementation au niveau même cette limite ne pourra pas tout corriger. Non, il y a une réglementation au niveau même de la douane qui fait qu'il y a certaines affaires, quand ça dépasse 5 ans, c'est prescrit. C'est prescrit. Hein? Donc, ils savent pourquoi. C'est bien réfléchi, pourquoi ils sont restés dans cette tranche-là. Ce n'est pas oui, les gens continueront à interpréter cette tranche comme ils le veulent parce que ça existe. Parce qu'ils estiment que certainement si on allait au-delà de 2012, on aurait trouvé des doigts de quelques-uns aujourd'hui qui sont des acteurs et pas les moindres du régime de la rupture. Alors pour l'essentiel, c'est un bon pas. Un bon pas, nous avons des avocats. Personne n'a dit, on m'a arrêté, on m'a frappé, on m'a tapé. Non. On a dit, vous avez été, complice à un moment donné d'un dossier. On a fait un audit sur le dossier. Vous êtes interpellé, répondez. Je crois qu'on en est juste là. Oui. Le reste, certainement, il y aura des conséquences pénales. Il y aura des gens qui seront appelés à payer ce qu'ils ont indûment pris à l'État, etc., etc. Donc, c'est un bon départ pour moi à partir du moment où, ces fonds-là serviront certainement à l'investissement public. Est-ce que la machine de la lutte contre l'impunité gardera cette même allure dès lors qu'il sera question d'interpeller un très proche du gouvernement actuel qui se serait retrouvé dans soit l'affaire Ségub ou autre affaire? La République est la même pour tout le monde. Et on aura constaté que dans ces cas-là, si cas il devait avoir, que ceux-là qui nous gèrent ont été sélectifs. Et ce n'est pas bon pour la suite parce que le candidat Patrice Talon nous a dit au départ qu'il veut faire une République où tout le monde a sa part de responsabilité, tout le monde se sentirait à l'aise. Alors, dans ces conditions, et parlant des concours, il a été clair. Tout le monde est béninois, il faut accorder les mêmes chances à tout le monde. Si les gens sont supposés avoir commis des fautes, il faut leur appliquer la sanction au même degré, au même tarif. C'est fondamental. Le défi que nous devons, parce que, vous savez, le régime, et c'est une analyse personnelle, le régime de la rupture ou du nouveau départ est venu dans un environnement où il y avait trop d'espoir. On vient de faire 10 années de Boniaï avec toutes les conséquences. On est sorti un peu à queue de poisson de ce régime-là. Donc, les espoirs sont grands. Et tout régime sur lequel on porte des espoirs a toujours plus ou moins déçu. Je vous donne le cas du Sénégal, où Macky Sall est venu dans un contexte où Abdoulaye Wade doit partir, il voulait faire un mandat, et puis, puisqu'il sentait qu'il ne pouvait pas rester, il voulait mettre son fils Karim coûte que coûte. Finalement, on a mis Macky Sall. Mais il a fallu de 2 à 3 mois pour que, ceux-là qui ont porté Macky Sall au pouvoir, commencent pas à créer. Le cas le plus récent, c'est celui du Burkina Faso. Alors, Christian Kaboré est venu il n'y a pas si longtemps. Il a fait son gouvernement avec ceux-là qui ont fait la lutte contre Compaoré. Mais les jeunes qui ont mené la fronde, qui se sont mis dans la rue au prix de leur vie, ont senti que, les promesses faites, l'amélioration des conditions sociales, ces différentes promesses ne sont pas encore au rendez-vous. Donc, nous n'aurons jamais tout ce que nous voulons d'un régime, l'essentiel. Et puis, dans une république comme les nôtres, dans un pays comme le nôtre, il faut tout reprendre. Il faut avoir des priorités. On nous a dit qu'il y a des réformes phares à faire. J'aurais été satisfait si le régime actuel arrivait à réformer le système partisan. C'est le mal fondamental de la République. Et lorsque je ne conçois pas qu'on continue à exister comme parti politique lorsqu'on n'a pas de conseillers communaux, lorsqu'on n'a pas de députés, lorsqu'on n'a pas une assise quelque part. Et il faut couper court à la propension de partis régionalistes. Et donc, il faut des dispositions dans la loi désormais pour permettre aux responsables de partis dans les différents coins du pays d'être plus forts ensemble. Sur la question des partis régionalistes, vous êtes d'accord avec moi que certains grands partis politiques aujourd'hui au Bénin se sont régionalisés?
Mais je suis d'accord. Mais il faut couper court à ça. Et lorsque, dans la loi, par exemple, et c'est une esquisse simple, vous dites désormais, pour exister, comme parti politique, il faut avoir au moins obtenu, de députés dans... Nous avons 24 circonscriptions dans... au moins le tiers. Dans le tiers des circonscriptions électorales, dont la moitié ou le tiers des députés dans la zone septentrionale ou quelque part. Ça limite d'office. Ça limite la propension des partis régionalistes. Donc, dans ces conditions, vous verrez que les gens viendront avec le PRD. Parce qu'au même parti, lorsque vous avez un parti dont le leader original, où vous avez d'assises dans le septentrion, on vous dira qu'il faut avoir au moins de députés dans une partie du Sud pour avoir la subvention de l'État. Parce que le gouvernement de la rupture a dit qu'il mettra 5% du budget national à la disposition des partis politiques. Puisque nous avons énorme. 2 milliards aujourd'hui. 2000 milliards aujourd'hui. 5% de 2000 milliards, c'est beaucoup. Ça suffit. Au fait, il faut encourager ceux-là qui ont pris l'option d'une carrière politique. C'est pas parce qu'on est politicien qu'on a fait un vœu de pauvreté. C'est pas évident. Mais lorsque vous êtes fier d'un certain nombre d'hommes politiques, parce qu'ils sont sur le terrain, ils travaillent à se faire réélire, ils investissent. Généralement, ceux-là n'ont pas... Nous en sommes de moins en moins fiers de nos jours. Oui, parce que il y a des fonds comme les fonds de la Ségum ont fait émerger des personnes qui sont venues de nulle part, qui ont été positionnées sur des listes et qui, pas fini, n'ont pas d'assises, ne sont rien que grâce des arrivistes qui n'arrangent pas le système. Et il faut couper court également aux formes de mouvements politiques qu'on constate. Ce sont des formes de mouvements qui viennent concurrencer les partis politiques authentiques et qui concurrencent sur des prébendes de postes qu'on leur propose, de postes administratifs. Il faut. Donc, si on peut déjà arriver à faire ces réformes-là, les réformes structurelles, j'ai du mal à croire que le référendum tel que le président Patrice Talon l'a voulu pourrait aller comme il le pense, parce que ils ont ravisé déjà. Il y a des donnes politiques qui pourraient rendre cela difficile. Mais nous sommes dans une république. Au bout de 5 ans, à défaut de tout faire, il faut qu'on sente que quelque chose a bougé. C'est un défi majeur. Très bien. Merci. En termes de conclusion, est-ce que finalement, ce qu'il faut retenir de cette instruction de ce dossier au niveau du procureur de la République, on va y aller vite. Est-ce que on ne peut pas comprendre désormais que on ne peut plus poser certains actes et rester impunis dans cette République? Ce serait vraiment pour le bonheur des Béninois si un gouvernement aujourd'hui arrive à finir avec l'impunité, parce que nous le disons tous, mais véritablement la grande majorité ne veut pas. Mais si le gouvernement peut vraiment au moins réussir cela, ce serait pour l'intérêt de tout le peuple béninois, et surtout des citoyens, puisque ce sont les citoyens qui mettent de l'argent à la disposition de l'État. Tel que ça se passe, ce n'est que le début des cris. Il y aura suffisamment de cris sur les réformes, parce que toute réforme par ailleurs, entraîne forcément fait des mécontents. Les réformes inhérentes au système partisan, on en a parlé, on pourra aussi en parler. Je vous sens très intéressé par le thème. Peggy Ludovic Dagba vous fera appel en son temps. On pourra revenir décortiquer et faire des propositions comme vous avez commencé à le faire déjà. Merci franchement, Peggy. Voilà, c'est la fin de ce débat, affaire Ségub. Enfin, la phase judiciaire, en tout cas, ce que nous retenons, c'est que, la plupart des mises en cause sont désormais devant le procureur qui prendra la décision qu'il faut instruire le dossier ou poursuivre les enquêtes essentielles. C'est-à-dire qu'il faudra aller au bout. Vraiment, pour que, pour une fois, ce dossier puisse aboutir, qu'on puisse identifier un peu les mal aimés, on va dire, non pas les mal aimés, mais ceux qui n'aiment pas, l'orthodoxie, voilà, pour pouvoir respecter les règles de l'État en matière de gestion financière et pouvoir les punir afin que l'État recouvre ces fonds qui sont partis pour pouvoir assurer le bonheur des populations.